Le groupe de la Banque mondiale, dans le cadre de son partenariat avec le Togo, a approuvé un soutien financier de 600 millions de dollars au pays. Cette somme entérinée par le dit groupe a pour but la participation à la mise en place de plusieurs projets, dont 3 qui ont pour budget une somme de plus de 290 millions de dollars. Le premier projet est le développement inclusif par l'accès à l'électricité qui aura un coût de 200 millions de dollars. Le second projet est le renforcement du secteur public avec un budget de plus de 70 millions de dollars. Le troisième, qui a pour budget 23 millions de dollars, est un financement au projet de cohésion sociale des régions du Nord du Golfe de Guinée. Notons que ces 3 projets ont respectivement pour but d'améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, d'améliorer la gestion des ressources humaines, l'amélioration des finances publiques, la modernisation de l'administration publique et enfin de soutenir les réfugiés et communautés hôtes dans le nord du Togo. Dans une avancée vers l'autonomisation économique des femmes au Togo, un nouvel accord de financement a été déployé pour soutenir les femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires. Ce partenariat prévoit un financement d'1 milliard de francs CFA sur une période de 12 mois et représente non seulement une opportunité économique mais aussi un pas vers l'égalité des sexes dans le domaine des affaires. Malgré leur contribution significative à l'économie, les femmes entrepreneurs font souvent face à des barrières financières qui limitent leur croissance et leur impact. En effet, l'accord de financement récemment annoncé est le fruit d'une collaboration entre une institution financière de la place et la Fédération des femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires du Togo. Rappelons que l'un des aspects clés de cet accord est sa nature inclusive des femmes dans une variété d'industries allant de l'agriculture à la technologie en passant par le commerce de détail. Cette approche holistique reflète la diversité des talents et des ambitions des femmes entrepreneurs au Togo. Le second pilier est la co-assistance dans le montage des dossiers avec une incubation de 1 à 3 mois prévue selon la maturité des projets, incluant une recommandation servant de garantie morale. Le troisième pilier est un accompagnement post-financement favorisant un suivi et un encadrement de l'exécution des décaissements réalisés dans une démarche de coaching pour les femmes entrepreneurs. Notons que l'impact potentiel de cet accord de financement est immense. En offrant un accès accru au capital, il permettra aux femmes entrepreneurs de développer leurs entreprises, d'innover et de créer des emplois dans leur communauté. En investissant dans le potentiel entrepreneurial des femmes, le Togo ouvre la voie à un avenir plus inclusif, prospère et équitable pour tous. Cependant, pour réaliser pleinement ces objectifs, il est essentiel de continuer à travailler sur la création d'un environnement propice à la réussite des femmes dans les affaires. Depuis janvier 2024, le Togo fait face aux perturbations d'approvisionnement en électricité. La population vit des heures entières sans électricité et la situation est de plus en plus fréquente. Selon la ministre en charge de l'énergie et des mines, cette crise énergétique s'explique par une combinaison d'événements techniques et politiques. À en croire la ministre Mila Maounyo Aziablé, la première cause est relative au manque d'eau dans les barrages électriques au Ghana en début d'année, ce qui a entraîné la réduction des importations d'électricité en provenance du Ghana. À cela s'ajoutent des travaux de maintenance sur les installations de production de gaz naturel au Nigeria qui ont diminué les volumes de gaz affectant la production d'électricité au Togo, au Bénin puis au Ghana. Face à la situation, le Nigeria a décidé de privilégier temporairement ses besoins nationaux en gaz et en électricité. L'autorité rassure que l'endettement n'est pas du tout la cause des coupures intempestives du courant électrique au Togo. Si c'était le cas, les importations d'électricité ne seraient pas réduites, mais totalement interrompues, selon la ministre. Les populations togolaises souffrent d'inondations depuis plusieurs années. Les inondations ne cessent de faire des ravages et des victimes. En témoignent les récentes inondations du 25 mai dernier.
Pour faire face au phénomène qui devient de plus en plus inquiétant chaque année, 3 communes togolaises avaient profité de la conférence sur le changement climatique à Dubaï en décembre 2023 pour signer une convention de protection contre les inondations. Il s'agissait du Golfe 1, du Golfe 7 et du Cloto 1. Cette convention en projet consiste dans un premier temps à produire une cartographie des zones à risque dans les communes concernées afin d'avoir l'avis des populations sur les mesures d'adaptation à prioriser pour faire une assurance paramétrique à laquelle chaque commune devra souscrire par rapport au risque d'inondation. Le projet prévoit aussi l'implantation des stations météo qui vont permettre d'alerter en cas de pluie suivie de débordements. En second lieu, ce projet de convention inclut une assurance contre les inondations, ce qui veut dire que chaque année, lors des inondations majeures, les communes pourront être indemnisées pour prendre des mesures d'urgence en vue d'assister les sinistrés. Les travaux de cette convention ont été lancés en ce début de mai et sont prévus pour durer 18 mois. Même si à terme, le projet permettra d'entrer dans une nouvelle ère de gestion des risques climatiques, la grande interrogation est de savoir comment faire face à la situation actuelle, sachant que la météo togolaise a annoncé des précipitations plus abondantes dans les jours à venir. Un accueil de rockstar pour John Steenhuisen, chef du parti de l'Alliance démocratique. Ses partisans par milliers arborent le slogan « Sauvons l'Afrique du Sud » sur leur t-shirt. Pour son dernier meeting dans un stade de Benoni-Comble, il promet la fin du règne de l'ANC. Le 29 mai, nous deviendrons numéro 1 sur les bulletins de vote. Et quand nous serons numéro 1, l'Afrique du Sud deviendra elle aussi numéro 1. Pour la première fois, l'Alliance démocratique a une voie claire pour accéder au pouvoir. Mercredi, l'ANC perdra la majorité absolue dont il a abusé pendant des décennies. Le scrutin de mercredi est annoncé comme le plus disputé des 30 dernières années. L'ANC, parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, pourrait subir un revers historique. Et pour cause, de nombreux électeurs sont partagés entre loyauté pour l'ANC qui a libéré le pays du joug de l'apartheid et une désillusion nourrie par la multiplication des affaires de corruption impliquant des figures du parti. Le tout alors que le pays fait face à un chômage endémique ou encore à des pénuries d'eau et d'électricité. Je veux une différence. Je suis fatigué des mensonges du parti au pouvoir. Je veux qu'il se passe quelque chose, qu'il n'y ait plus de délestage. L'Alliance démocratique peut faire la différence. C'est ce que nous devons faire maintenant, c'est donner leur chance à d'autres partis. Voter va être important, c'est une opportunité pour nous d'apporter du changement. Le 29 mai, ils seront plus de 27 millions d'électeurs sud-africains appelés aux urnes. Ils choisiront leurs 400 députés qui désigneront ensuite le prochain président. L'Ouganda a lancé en avril une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune, maladie transmise par les moustiques. Sauf que la campagne rencontre à ce jour une faible adhésion de la population. C'était faible pendant les dernières semaines parce que les gens se demandaient pourquoi le gouvernement lançait une campagne contre la fièvre jaune, car ils avaient l'impression que le gouvernement voulait leur donner des vaccins périmés. Des centaines de doses de vaccins non encore utilisées dans les hôpitaux du fait de l'hésitation à se faire vacciner, mais aussi d'une méconnaissance de la fièvre jaune. La fièvre jaune, on en parle, mais peu de gens l'ont vue ou vu un patient atteint ou mort de la fièvre jaune. Par exemple, comme pour le paludisme, presque tous les ménages savent de quoi vous parlez. Mais la fièvre jaune n'est pas pareille. Même si la menace peut être plus grande, il est encore difficile d'éduquer le public. Car si je n'ai pas vu la maladie, si je n'ai pas vu un voisin atteint de la maladie, si je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort de la maladie, je ne me sens pas menacé.
even more difficult. Because if I've not seen that disease, I've not seen a neighbor with that disease, I've not seen, I don't know of anyone who has died of that disease, somehow I have the feeling that I'm not at threat. L'Institut national américain de la santé est pourtant formel quant à la fiabilité du vaccin contre la fièvre jaune depuis 1937. Des rues inondées, complètement submergées. À Beledweyne, au centre de la Somalie, les eaux de crue ont littéralement englouti la ville. En cause, les fortes pluies saisonnières qui ont fait déborder la rivière et provoqué d'importantes inondations. Les habitants, désemparés, ont fui vers les zones les moins touchées. Les eaux de crue ont touché de nombreuses parties de la ville, obligeant nos familles à fuir. Les zones les plus touchées sont Kutimo, Dagajebis et Radir. Le gouvernement somalien a demandé aux habitants de se réfugier sur les hauteurs. En Afrique de l'Est, les pluies torrentielles causées par le phénomène climatique El Niño ont provoqué des déplacements massifs. Il avait promis une cérémonie grandiose. Sous le soleil matinal de Moroni, Azali Assoumani a prêté serment ce dimanche sur la scène du stade omnisport de Maluzini, entouré de quelques centaines de supporters et de ses soutiens africains et asiatiques dans les tribunes. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Un événement sous haute surveillance et loin des électeurs qui attendent pourtant beaucoup de ce second mandat. Parmi eux, Anazra Mohamed, qui gère depuis 11 ans sa petite entreprise de transformation de produits locaux dans le nord de la capitale avec beaucoup de difficultés. C'est compliqué quand on a une unité de production et qu'on peut travailler que quelques heures dans la journée parce que voilà, il y a un manque d'électricité. C'est compliqué de tenir. Également au niveau de l'eau, avoir de l'eau régulièrement, etc., de l'eau potable. Et aussi au niveau de la logistique. Les Comores ont l'une des économies les plus faibles d'Afrique de l'Est et le manque d'infrastructures de base comme les routes limite le développement économique du pays. Conscient des défis à relever, le gouvernement affirme redoubler d'efforts pour rattraper ce retard. On le sait très bien, la croissance sera portée par le secteur privé, les acteurs économiques. On a mis 5 milliards par exemple de garanties pour soutenir nos opérateurs économiques. Il y a eu plus de 4 milliards qui ont été donnés aux jeunes entrepreneurs dans différents secteurs, notamment dans la transformation comme dons. Donc beaucoup d'initiatives ont été prises. Le pays fait également face à des inégalités sociales importantes sur son territoire. Mais de nombreux Comoriens espèrent que ce nouveau mandat permettra au président Assoumani d'engager les réformes nécessaires. Première chose à faire, le Comorien ne doit pas mourir de faim. Résoudre le problème de l'eau potable, c'est important, mais aussi la santé. On est obligé des fois d'aller se soigner à l'étranger. Si le président résout ça, on aura fait un grand pas. Lors de son investiture, Azali Assoumani a rappelé la nécessité d'avoir un dialogue constructif avec l'opposition pour développer le pays. Celle-ci a pourtant choisi de ne pas se rendre à la cérémonie et dénonce des fraudes électorales qui auraient permis au président d'être réélu en janvier dernier, dès le premier tour avec 57% des voix. Sur les visages de ces habitants d'une communauté locale, le désarroi. Voilà 3 jours que leur village a été enseveli sous un amas de boue et de gravats. Pourtant, les secours peinent à accéder à la zone sinistrée. Alors ils n'ont d'autre choix que de s'organiser entre eux. Même s'ils le savent, les chances de retrouver des survivants. J'ai 18 membres de ma famille ensevelis sous les débris et la terre sur laquelle je me trouve. Je suis la propriétaire ici. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider. Mais je ne peux pas récupérer les corps. Alors je reste ici, impuissante.
Les recherches continuent et le bilan s'alourdit. Les estimations des Nations Unies font maintenant état de plus de 2000 personnes ensevelies. L'ampleur de la catastrophe a poussé les autorités à demander le soutien de la communauté internationale. La Chine et l'Australie se sont dit prêtes à apporter leur aide. L'ONU, quant à elle, a appelé à une réunion d'urgence ce mardi, car la situation pourrait encore empirer. Il est très difficile de récupérer les corps sous les débris et le terrain continue de glisser. Les rochers continuent à tomber. Il y a de l'eau qui coule entre les débris et le sol sur lequel il repose. Nous craignons donc que cette boue transforme le sol en véritable toboggan. En même temps qu'ils recherchent leurs proches, les habitants enterrent leurs morts. Cette catastrophe est une des plus meurtrières jamais survenues dans le pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a l'un des climats les plus humides du monde et le changement climatique a aussi considérablement augmenté le risque de glissement de terrain ces dernières années.